Salut à tous les amis, c'est Aken, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais aborder une affaire criminelle. Je pense pas que ce sera une vidéo qui sera hyper longue. En ce moment, si vous l'avez remarqué sur la chaîne, depuis le live Halloween, je ne sors pas forcément des vidéos qui sont très en longueur. Je vais poster une histoire de Reddit où je vais maximiser l'effet d'ambiance. Je travaille un peu de ce côté là pour essayer de donner une immersion un peu plus qualitative sur les histoires, comme ça après je pourrais l'adapter à des formats plus longs. Aussi il y a deux raisons qui font que en ce moment ça va revenir à un format un peu plus long, mais en ce moment je fais des vidéos un peu moins longues. C'est normal, c'est que le live Halloween m'a demandé beaucoup d'énergie, ça m'a un peu claqué physiquement, ça a fait un peu mal, j'ai fait pas mal de nuits blanches et je suis tombé un peu malade à cause de ça. Je me remets tranquillement, mais voilà, je me suis dit je vais pas arrêter de faire des vidéos pendant un certain temps jusqu'à ce que je récupère, je vais faire juste un peu moins long. J'en profite pour dire merci pour tous les retours que j'ai eu sous la vidéo les 20 histoires les plus mystérieuses. Je suis très content que ça vous ait plu. Vraiment, ça me fait extrêmement plaisir. La deuxième raison, c'est que je suis en train de préparer, on va dire, entre guillemets, un renouveau pour la chaîne avec du contenu qui sera toujours sur le terme de l'horreur, des mystères, tout ça, mais sur des formats un peu différents. Ce changement va également passer par un autre gros changement qui, je l'espère, vous plaira et qui devrait renforcer l'ambiance dans les vidéos. C'est pour très bientôt. Je suis sur les derniers détails, ça devrait arriver vraiment très prochainement. J'espère que ça vous plaira. En tout cas, moi, les premiers trucs que j'ai vus, franchement, ça rend quelque chose de vraiment bien. On va se lancer maintenant dans l'histoire que j'ai à vous raconter pour aujourd'hui, cette affaire criminelle. Si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à la chaîne. Vous pouvez également me suivre sur Instagram où je utilise des petits trucs, je partage des petits moments de vie. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour là-bas. Et on est parti pour se plonger dans le meurtre de Marlisa Wells. Marlisa Wells est une jeune fille qui est née en 1991. Elle a toujours vécu avec ses grands-parents, jusqu'à ce qu'elle soit adolescente, la période où sa vie a pris fin. Ses grands-parents étaient assez stricts, ils avaient une éducation portée sur la religion, mais il y avait bien un but à tout cela. Ce n'était pas parce qu'ils étaient très conservateurs ou qu'ils étaient obnubilés par le sujet, c'est qu'ils pensaient qu'avoir ce type d'éducation permettrait à Marlisa d'avoir la meilleure vie possible. Bien que dit comme ça semble être quelque chose d'assez effroyable, on peut imaginer le pire, pas du tout. C'était pas du tout le cas. Marlisa était très heureuse et elle adorait vivre avec ses grands-parents. C'est le 19 janvier 2008 que le grand-père de Marlisa a appelé la police. Il a appelé les services d'urgence en composant le 911. Déjà, ce qu'il dit à la personne qu'il a en ligne est très inquiétant. Il dit que quelqu'un s'est introduit dans sa maison et a poignardé son bébé. Entendez par son bébé, Marlisa Wells. Évidemment, la personne des services d'urgence qui est en ligne demande plus de détails, demande quelle est la situation, comment est Marlisa, est-ce qu'elle est blessée, pour voir un petit peu quel est le délai qu'ils ont entre leurs mains pour agir. Et le grand-père va dire que Marlisa saigne et qu'il semble qu'elle ne respire plus. La police est donc envoyée au domicile des grands-parents de Marlisa. Et en entrant dans cette maison, certains agents de police ne s'attendaient pas à trouver la scène de crime la plus horrible de leur carrière. Visiblement, il n'y avait pas signe d'effraction. C'est comme si le cambrioleur ou la personne qui s'est introduite dans la maison était rentrée suite à une invitation. La porte arrière, elle, était légèrement ouverte. Et visiblement, par rapport à la scène de crime, c'est dans la cuisine que tout a commencé. Le tiroir où se trouvaient les couteaux avait été laissé ouvert. Et sur le sol de la cuisine, il y avait une énorme traînée de sang qui menait jusqu'à la salle de bain. Mais pas la salle de bain, on va dire communément utilisée, une salle de bain qui se trouvait au sous-sol. Donc déjà on a l'indice que le corps a été déplacé. Sur les escaliers, encore une fois, il y avait du sang, et c'est au bas de celui-ci que Marlisa a été trouvée. La jeune fille de 16 ans avait été poignardée pas moins de 60 fois. Elle avait également de multiples blessures qui ont été réalisées avec un objet contondant, c'est-à-dire des signes de coupure sur le corps, et également une fracture à la tête. Toutes ces blessures indiquaient que Marlisa avait été la victime d'une extrême violence. En plus de ça, une fourchette a été retrouvée dans le dos de la victime. Donc là immédiatement, on peut se demander, mais qui aurait pu faire une chose pareille à Marlisa? On peut penser que autant de violence contre une personne, tout cet acharnement indiquerait que la personne qui a attaqué Marlisa la connaissait, que c'était une sorte de vengeance, en tout cas qu'elle lui en voulait personnellement. Tout de suite dans la tête des enquêteurs, si jamais c'était un simple cambriolage, la personne aurait attaqué Marlisa et aurait fait ce qu'il avait à faire, mais de manière assez rapide. Là, on voit qu'il y a eu un réel acharnement de violence contre elle, donc automatiquement on pense que
La personne qui a fait ça était quelqu'un qu'elle connaissait. La police a continué de fouiller la maison, ils ont retrouvé plusieurs couteaux dans la poubelle de la salle de bain. Et ces couteaux étaient envoyés au labo pour être analysés. Peut-être qu'il y avait des empreintes digitales sur le manche de ceux-ci, appartenant à quelqu'un qui est déjà dans la base de données de la police. Les enquêteurs interrogent le voisinage. Est-ce qu'ils ont vu quelque chose qui pourrait conduire vers un suspect? Un des voisins a vu une voiture verte, conduite par un homme. La police a cherché à démêler un petit peu ce fil pour voir si ça menait vers quelque part, mais pas du tout. Un autre indice semble être assez intéressant. Un voisin dit avoir vu Marlysa faire entrer quelqu'un chez elle, un homme, dans la maison de ses grands-parents. Et la personne qui a fait ce témoignage était quelqu'un qui connaissait un peu Marlysa. Et là on va avoir un détail intéressant. Rappelez-vous, l'éducation de Marlysa était quelque peu stricte. Et justement, stricte dans le sens, par exemple, où les grands-parents de la victime ne la laissaient pas forcément sortir de la maison. Que ce soit avec des femmes ou avec des hommes. Donc il était certain que Marlysa n'avait pas le droit du tout de faire entrer un garçon chez elle alors que ses grands-parents n'étaient pas là. Donc qui pouvait être cet homme? La police s'est renseignée, ils ont interrogé l'entourage de Marlysa, ses amis, et il semble que cet homme porte le nom de Matthew Wilkins. Mais cette personne-là n'est pas qu'un simple ami. Il se trouve qu'il est le petit ami de la victime. Petit ami qui est gardé secret. L'ami qui a parlé de lui ne l'a jamais rencontré, mais Marlysa avait apparemment pas mal de projets d'avenir avec cet homme. Mais qui était ce fameux Matthew? Un jeune homme de 19 ans qui était étudiant à l'université et qui était un très bon basketteur, un basketteur qui aurait pu avoir une carrière professionnelle dans le milieu, et en plus de ça il venait d'une assez bonne famille, donc quelqu'un qui semble, ma foi, tout à fait respectable. Respectable, enfin peut-être pas tant que ça, parce qu'il se trouve que ce fameux Matthew était en couple avec une jeune femme, et qui trompait cette petite amie avec Marlysa. Marlysa, elle, était très investie dans sa relation avec Matthew, elle ne voulait pas du tout que ça se termine, et il y a quelque chose qui allait dans son sens, c'est que la petite amie officielle, si on peut dire, de Matthew a rompu avec lui quand elle a découvert qu'il était infidèle. La police continue l'enquête, ils essayent d'analyser les derniers messages ou les derniers appels qui ont été faits par Marlysa, mais problème, son téléphone portable est introuvable. La supposition qui vient donc dans la tête des enquêteurs, c'est que la personne qui l'a assassiné a pris son téléphone. Ce qui laisse penser, encore une fois, ça ajoute, on va dire, une pierre à l'édifice, que la personne qui l'a assassiné la connaît, et que donc le nom de ce tueur est dans le téléphone de Marlysa. Sauf que fort heureusement, la police n'a pas nécessairement besoin du téléphone pour pouvoir analyser tout ça. Ils ont enregistré des relevés téléphoniques, et ils ont remarqué que Marlysa et Matthew étaient en contact quasiment tous les jours, jusqu'au moment où elle a été assassinée. La police en vient donc d'interroger le fameux Matthew. Ils se sont rendus à son université, là où il logeait dans un dortoir, sauf qu'il n'y était pas. Il se trouve qu'il était dans la maison de son enfance. La police a obtenu un mandat de perquisition pour fouiller le logement de Matthew, pas la maison de son enfance, mais là où il vivait en soi tout le temps, le dortoir. Et là-bas, ils ont juste trouvé des vêtements de basket qu'ils ont envoyés au labo pour voir s'il n'y avait pas des choses qui pourraient l'associer au crime. Avant d'aller interroger Matthew, la police a reçu des nouvelles du frère de Marlysa. Et ce frère va donner des nouvelles assez inquiétantes. Il va dire qu'il avait déjà surpris des conversations entre Matthew et Marlysa, des conversations très peu joyeuses, où Matthew menaçait Marlysa. Pour quelle raison? Il n'en sait rien. L'ami qui a donné le nom de Matthew, l'ami de Marlysa, va également donner d'autres détails assez étonnants. Des détails qui ne vont pas du tout dans le sens de Matthew. Elle va dire que Marlysa pensait être enceinte de Matthew, et que elle voulait garder le bébé. Elle devait d'ailleurs voir Matthew pour lui en parler, et depuis, Marlysa n'a plus donné de nouvelles. Je pense que là, vous commencez un petit peu à comprendre ce qui a pu se passer, et pourquoi la vie de Marlysa a pris fin, et également qui est l'auteur de cette atrocité. La police n'a rien trouvé d'autre qui pourrait incriminer Matthew, jusqu'à ce que des résultats de laboratoire tombent sur leur bureau. Les résultats sur les vêtements de Matthew qui avaient été envoyés, et sur ses baskets. On a retrouvé du sang qui appartenait à Marlysa. Automatiquement, Matthew a été arrêté, accusé de meurtre. Lui n'avoue pas les faits. Et on pense donc que ce qui s'est passé, c'est que Matthew a rencontré Marlysa chez ses grands-parents. Ils ont parlé de ce fameux bébé à venir. Matthew s'est énervé, pensant que ce bébé pourrait être un point noir vis-à-vis de sa nouvelle carrière de basketteur. Donc pour lui, le seul moyen de mettre un terme à tout cela était de passer par cette extrême violence dont il a fait preuve envers Marlysa. Ce qui est assez fou dans cette histoire, c'est que Marlysa pensait être enceinte, mais des tests ont été réalisés, et il se trouve qu'en fait, elle ne l'était pas. Le jour de son procès, Matthew a été reconnu coupable de meurtre, et a été condamné à la prison à vie. Voilà les amis,
Une histoire bien sordide, en tout cas une histoire où on a le fin mot sur l'affaire, où le coupable a été mis hors d'état de nuire, au moins là on sait qui c'est et il ne pourra plus faire de mal à personne. Je suis loin d'être un psychologue, mais je pense que si Matthew a réagi comme ça suite à l'annonce de la grossesse de Marlisa, la grossesse, bien qu'elle n'était pas enceinte, je pense qu'il avait clairement un problème psychologique au-delà de ça. Évidemment, ça semble tomber sous le sens selon moi. Une histoire bien sordide, et également une histoire bien triste. Mesdames et messieurs, j'espère que cette histoire vous aura intéressé. Je suis toujours un peu mal à l'aise de dire j'espère que ça vous a plu quand je parle de ce genre de choses, sachant qu'on parle de la fin d'une vie, en plus là la fin d'une vie d'une adolescente, donc j'ai du mal à dire ouais si vous avez aimé la vidéo machin, je préfère dire si vous avez trouvé la vidéo intéressante. Bref, vous avez compris ce que je voulais dire, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas à faire également un petit tour sur Instagram. Moi je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo, prenez soin de vous, c'était Aken, salut.